Imaginez ceci. Paris. Été 1943. La ville tremble sous l'emprise nazie. Des avis d'exécution à chaque coin de rue. Des bottes tonnent dans les rues. Et puis, une femme apparaît. Elle marche tranquillement, lèvres peintes en rouge, un sac à main à la main. À l'intérieur, il n'y a pas de parfum, pas de lettre d'amour. Il existe une radio secrète, suffisamment puissante pour faire tomber un empire. Son nom, Noor-Inaya Khan, une princesse indienne, une espionne britannique, parachutée en France occupée avec une espérance de vie de 6 semaines. Son arme n'était pas un fusil. C'était des codes, du courage et l'innocence comme déguisement. Mais Noor n'était pas seule. Violette Sabot, jeune mère, veuve, qui plus tard, en 1944, ferait sauter des trains nazis. Odette Sansom, torturée à Ravensbrück, sans jamais flancher. Des dizaines de femmes, mères, filles, amantes, envoyées par Churchill avec une mission, embraser l'Europe. Les nazis les ont sous-estimés, même leurs propres alliés ont douté d'eux. Mais dans l'obscurité, ils sont devenus les ombres les plus mortelles de la guerre. Pourquoi les femmes? Parce que personne ne soupçonne un sourire avec de la dynamite dans l'âme. Aujourd'hui, nous allons retracer leur histoire, du Londres marqué par les bombes au camp de concentration. Du véritable espionnage, brut, tendu, humain. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ne changera pas seulement votre façon de comprendre la Seconde Guerre mondiale, mais aussi votre façon de voir le pouvoir de la résistance féminine. Juin 1940. La Wehrmacht déferle sur la France comme un déluge. Paris tombe le 14. Les cartes du bureau de Churchill montrent un continent noyé dans le gris allemand. La Grande-Bretagne est seule. Churchill réunit son cabinet et prononce un ordre qui entrera dans l'histoire et va désormais embraser l'Europe. Maintenant, mettez le feu à l'Europe. De cette phrase naît le Special Opération Exécutive, ou SOE. Son quartier général s'installe au 64 Baker Street, à Londres. De l'extérieur, ce ne sont que des bureaux ordinaires. Mais derrière les murs, des instructeurs d'arts martiaux, des experts en démolition et des cryptographes préparent une nouvelle génération de saboteurs. Le SOE ne fonctionne pas comme une armée régulière. Ces agents ne portent pas d'uniforme, n'affichent aucun grade, et s'ils sont capturés, ils ne peuvent pas revendiquer le statut de prisonniers de guerre. Ils opèrent dans l'ombre, s'infiltrant en France, en Norvège, en Yougoslavie, en Grèce. Leur mission ? Former et armer les mouvements de résistance, détruire des ponts, couper les lignes de communication, retarder les convois. Les premières années sont marquées par l'improvisation et le sacrifice. En 1941, les réseaux français ne tiennent qu'à un fil. Des boulangers faisant office de courrier, des prêtres cachant des armes sous les autels, des paysans abritant des parachutistes dans leurs granges. La Gestapo riposte par des rafles, des infiltrés et la torture. La durée de vie moyenne d'un opérateur radio en France ? 6 semaines. Mais les Britanniques découvrent quelque chose de crucial. Les femmes, perçues comme inoffensives, ont plus de chances de se déplacer sans éveiller les soupçons. Une jeune femme avec un panier de marché peut dissimuler des messages microfilmés. Une mère avec un enfant peut franchir les barrages sans être fouillée. En 1941, les premières volontaires féminines commencent leur entraînement. Le processus est brutal. Dans les Highlands écossais, elles apprennent à tuer au couteau, à s'orienter à la boussole sous la pluie, à sauter d'avion en pleine nuit. Sur les terrains d'entraînement du Hampshire, elles fabriquent des bombes à partir d'explosifs plastiques et de montres de poche. Dans les centres du SOE, elles tapent le morse jusqu'à l'épuisement, jusqu'à en avoir les doigts en sang. Les instructeurs jugent sévèrement. Une note dans un dossier indique « Fait preuve de courage, mais parle trop ». Une autre, excellente dans technique d'évasion. Son tir est supérieur à la moyenne masculine.
Le SOE divise ses agents en sections. La plus active est la section F, destinée à la France. C'est là que Noor Inayat Khan se rendrait. Plus tard, Violette Sabot y serait parachutée. Odette Sansom y opérerait aussi. Pendant ce temps, les Allemands ne restent pas les bras croisés. L'Abwehr et la Gestapo déploient des unités mobiles de détection radio, des équipes d'infiltration, des listes noires. Chaque message de Paris à Londres pouvait coûter une vie. Et pourtant, les femmes s'engagent. Elles signent des papiers s'engageant dans des missions sans retour garanti. Certaines agissent par patriotisme, d'autres par vengeance, d'autres encore parce que, pour elles, la liberté n'est tout simplement pas négociable. L'armée secrète de Churchill est prête à mettre l'Europe à feu et à sang, et ses allumettes les plus inattendues portent des noms de femmes. Mais qui a été la première à sauter dans le vide avec une radio sur le dos? Moscou, 1er janvier 1914. Dans une modeste maison au seuil de l'hiver russe, Nuranisa Inayat Khan voit le jour. Son père, Azra Inayat Khan, est un musicien soufi indien, descendant de la noblesse de Mysore. Sa mère, Ora Rebaker, est une jeune américaine. Nur grandit entourée de mysticisme, de musique et de contes orientaux. Dès l'enfance, elle joue de la harpe et du piano et dévore des recueils de poésie. La famille s'installe bientôt à Londres, puis à Suresnes, près de Paris. Noor passe sa jeunesse entre les partitions de Debussy et les contes de fées qu'elle écrit elle-même. Dans ce monde imaginaire, personne n'aurait pu prévoir que cette femme timide et rêveuse deviendrait l'une des premières espionnes radio britanniques dans la France occupée. Mais l'histoire frappe violemment en 1940. L'Allemagne envahit la France. Noor et sa famille fuient en Angleterre à la dernière minute. Installée à Oxford, à 26 ans, elle prend une décision inattendue. S'engager pour combattre le nazisme. Sa motivation n'est pas l'ambition, ni une conviction pacifiste, elle qui a été élevée dans le soufisme, qui prône l'unité spirituelle. Mais la brutalité nazie envers les Juifs et les peuples occupés la touche profondément. Elle sent qu'elle ne peut pas rester spectatrice. Elle rejoint d'abord la WAAF, la Women's Auxiliary Air Force. Là, elle apprend le morse. Ses talents de pianiste se traduisent par des doigts agiles sur la clé. Elle peut transmettre jusqu'à 120 caractères par minute, une vitesse exceptionnelle. Le SOE le remarque. En 1942, Noor intègre le programme secret d'entraînement du SOE. En Écosse, un instructeur note qu'elle fait preuve d'un calme extraordinaire, même si elle manque d'instinct agressif. Sur le stand de tir, son adresse laisse à désirer. Lors des exercices sur le terrain, elle semble distraite. Beaucoup de formateurs doutent d'elle, mais à la radio, elle brille. Patient, précis, infatigable. Une superviseure écrit dans son dossier « Noor n'a pas d'aptitude à la violence, mais fait preuve d'une détermination remarquable. Elle pourrait être utile en tant qu'opératrice. » Le 16 juin 1943, Noor saute en parachute dans un champ près d'Angers, en France. Elle est la première femme opératrice radio envoyée par le SOE en territoire occupé. Son nom de code? Madeleine. Son réseau? Prospéré. Déjà fortement compromis par la Gestapo. Paris, 1943. Une ville sous tension. La Gestapo surveille chaque gare, chaque bureau de poste. Les opérateurs radio sont leur principale proie. Des camionnettes noires patrouillent dans les rues avec des antennes, signaux de chasse. Une transmission de plus de 20 minutes peut être triangulée avec une précision mortelle. Les ordres de Noor sont clairs. Établir un contact entre Londres et la résistance parisienne. Elle transporte une radio portable de 30 livres emballée dans une valise. Chaque fois qu'elle transmet, elle assemble l'antenne, branche la batterie et tape furieusement sur la clé. Elle sait que chaque battement pourrait sceller son destin. Quelques semaines seulement après son arrivée,
le désastre frappe. Le réseau prospère est démantelé par la Gestapo. Des dizaines d'agents sont arrêtés. Nord se retrouve seule, la dernière opératrice encore libre à Paris. Londres lui ordonne de rentrer, mais elle refuse. « Si je pars, la résistance parisienne se taira. » Pendant des mois, Nord passe d'une planque à une autre. Elle vit dans des greniers, des caves, des chambres prêtées. Elle traîne sa radio à travers des rues surveillées, envoyant des rapports vitaux sur les convois, les usines, les mouvements de troupes. Son courage étonne tous ceux qui l'entourent. Un officier britannique se souviendra plus tard qu'elle est devenue la colonne vertébrale des communications à Paris. Sans elle, nous aurions été aveugles. Le 13 octobre 1943, Nord est trahie et arrêtée à Paris. Elle est emmenée à la prison de Fresnes et interrogée brutalement. Elle ne coopère jamais, ne révèle jamais de code ou de nom. Elle tente même de s'échapper à 2 reprises, une fois en grimpant sur le toit avec d'autres prisonnières, avant d'être à nouveau rattrapée. Les Allemands la qualifient d'extrêmement dangereuse. En novembre 1943, elle est transférée à la prison de Pforzheim en Allemagne, sécurité maximale. Elle y passe 10 mois, pieds et poings liés, en isolement. Septembre 1944. Nord et ses 3 compagnes, Madeleine Damamont, Jolande Bickmann et Eliane Pluman, sont emmenées au camp de concentration de Dachau. À l'aube du 13 septembre, ils sont conduits dans la cour. Les gardes les exécutent d'une balle dans la nuque. Un survivant se souviendra plus tard que le dernier mot de Nord était clair et ferme. Liberté. Après la guerre, Nord Inaya Khan a reçu la croix de Georges de Grande-Bretagne et la croix de guerre de France. En 2012, une statue de bronze a été dévoilée à Gordon Square, à Londres. Son visage est tourné vers l'avenir, serein. Comme si elle écoutait encore l'écho de la radio, elle n'arrêtait pas d'émettre. Nur, la princesse Soufie, musicienne devenue espionne, a rempli sa mission avec une loyauté absolue. Sa vie fut courte, mais son exemple porte un signal aussi fort que n'importe quelle transmission. La liberté mérite d'être défendue, même au prix le plus élevé. Paris, 1921. Dans un petit appartement de la capitale française, naît Violette Rhin Élisabeth Buchel. Son père, anglais et vétéran de la Grande Guerre, sa mère, française. La famille déménage ensuite à Londres. Violette grandit bilingue, vive d'esprit, avec un esprit vif qui attire l'attention de tous. À 19 ans, elle rencontre Étienne Sabot, un officier fringant de la Légion française. Ils se marient en 1940, en pleine tempête de l'invasion allemande. Peu après, Étienne part combattre en Afrique du Nord. En octobre 1942, lors de la bataille d'El Alamein, il est tué. Violette se retrouve veuve à seulement 21 ans avec une petite fille, Tania. Cette perte la dévaste, mais elle lui donne aussi un but. Quelqu'un de Baker Street remarque son profil. Jeune, bilingue, animée par une blessure profonde envers les nazis. Elle est recrutée par le Special Opération Exécutive. Sur les terrains d'entraînement écossais, Violette surprend ses instructeurs. Petite de taille, mais son endurance est remarquable. Elle court des kilomètres sous la pluie sans jamais se plaindre. Elle apprend à manier la mitraillette Sten avec une précision étonnante. Elle excelle dans les explosifs improvisés, les tactiques d'embuscade et le combat rapproché. Un rapport indique, fait preuve d'un courage exceptionnel. Apprend vite, pourrait servir de chef de patrouille. Son nom de code, Louise. En avril 1944, elle est envoyée pour sa première mission en Bretagne occupée. Elle travaille comme agent de liaison et coordinatrice pour le sabotage ferroviaire. Après plusieurs semaines, elle rentre en Angleterre à bord d'un avion lisandais. Le 7 juin 1944, le lendemain du débarquement.
Violette saute en parachute dans la région de Limoges, aux côtés du capitaine Philippe Lierf. Leur mission, reconstituer la résistance locale, décimée par les arrestations et les exécutions. Avec un français impeccable, Violette se présente aux paysans et aux cheminots comme l'agent de liaison de Londres. Elle parcourt des dizaines de kilomètres à vélo, transportant des messages. Elle aide à coordonner des embuscades contre les convois allemands. Pendant des jours, elle maintient en vie un réseau de sabotage vital pour ralentir la Wehrmacht. Les renforts en route vers la Normandie. 10 juin. En traversant la campagne en voiture, il tombe sur un poste de contrôle allemand à Salon-la-Tour. En infériorité numérique, Violette ordonne à Lua et à un autre compagnon de s'enfuir. Elle reste en arrière pour les couvrir. Avec sa mitraillette Sten, elle ouvre le feu depuis le bord de la route, gagnant de précieuses minutes. Les Allemands ripostent violemment. À court de munitions, elle est capturée après un combat acharné. Emmenée d'abord à Limoges, puis à Paris, Violette est interrogée par la Gestapo. Elle ne révèle rien. Un officier allemand, impressionné, écrit dans son rapport, très courageuse. Résiste à l'interrogatoire. Ne coopère pas. En août 1944, elle est déportée à Ravensbrück, le camp de concentration pour femmes. Là, elle partage une baraque avec d'autres agents du SOE comme Denise Black et Lilian Rolf. Les conditions sont inhumaines. La faim, le froid, le travail forcé, et pourtant les témoins se souviennent de son esprit. Elle réconfortait les autres, partageait des morceaux de pain, prenait soin des plus faibles. Le 5 février 1945, alors que le Troisième Reich s'effondre, les SS exécutent Violette et ses 2 compagnes, d'une balle dans la nuque, dans un coin du camp. Elle avait 23 ans. Après la guerre, Violette Sabot a reçu la George Cross, la plus haute distinction britannique pour bravoure civile, ainsi que la Croix de guerre française. En 1946, sa fille Tania, âgée de seulement 4 ans, a reçu la médaille au nom de sa mère des mains du roi George VI. Des décennies plus tard, à Hertfordshire, en Angleterre, un musée a été ouvert en son honneur. À l'entrée, une simple inscription résume son héritage. Elle est morte pour la liberté. Violette, la jeune veuve qui n'a jamais perdu son sourire, a prouvé que la résistance pouvait habiter un corps fragile, avec un esprit indestructible. Hermione, France, 28 avril 1912. Odette Marie-Céline Brilenay. Son enfance est marquée par des pertes précoces. Son père meurt pendant la Première Guerre mondiale alors qu'elle n'a que 4 ans. Sa mère l'élève dans l'austérité, lui inculquant le sens du devoir et de la résilience. En 1931, Odette épouse un officier britannique, roi sans somme, et part s'installer en Angleterre. Ils ont 3 filles. Sa vie semble promise à une paisible existence domestique, jusqu'à ce que la guerre l'entraîne vers un destin inimaginable. En 1942, le gouvernement britannique lance un appel. On recherche des francophones natifs pour aider la cause des Alliés. Odette répond par une lettre, proposant des photographies de la côte française pour aider les futures opérations. Cette lettre atterrit entre les mains du SOE. Sa maîtrise du français, sa connaissance du terrain et sa détermination font d'elle une candidate idéale. Très vite, elle est contactée et, sans que sa famille ne connaisse tous les détails, recrutée comme agent. Ses filles sont confiées à des proches. Odette part en larmes, mais expliquera plus tard son choix par une phrase qu'elle répétera souvent. « Je ne pouvais pas rester à la maison pendant que d'autres mouraient pour notre liberté. » L'entraînement est éprouvant. Odette n'a pas l'endurance physique de Violette Sabot, ni le don technique de Norineya Khan, mais elle compense par une intelligence pratique et une détermination inébranlable. Elle apprend les codes, les techniques de sabotage, la manipulation des armes. Les instructeurs notent, pas très forte, mais exceptionnelle par son esprit. En novembre 1942, elle est envoyée en France. Sa mission,
rejoindre le réseau Spindle, dirigé par Peter Churchill. Aucun lien avec Winston, même si le nom de famille s'avéra utile comme couverture. Odette travaille comme agent de liaison, parcourant de longues distances à vélo, transportant des documents, organisant des contacts. Sa couverture, une femme rendant visite à des parents malades. Avec un sourire bienveillant et un français impeccable, elle passe les contrôles allemands sans encombre. Entre Odette et Peter Churchill, un lien étroit se tisse, à la fois professionnel et personnel. Ensemble, ils coordonnent des parachutages d'armes depuis l'Angleterre et soutiennent le réseau Marie. Mais en avril 1943, la Gestapo se rapproche. Le 16, dans une villa près de Saint-Jorioz, Odette et Peter sont arrêtés par Hugo Bléché, un chasseur d'agents chevronné. Odette est séparée et interrogée à la prison de Fresnes, à Paris. Commence alors l'une des épreuves les plus dures qu'un agent du SOE ait jamais eu à affronter. La Gestapo emploie des méthodes impitoyables. Privation de sommeil, coups, faire chauffer à blanc. Ils veulent des noms, des codes, des adresses. Affaiblie, défigurée, Odette s'accroche à une stratégie. Elle affirme que Peter Churchill est le neveu de Winston. Ce mensonge le protège, car les Allemands pensent qu'il pourrait être précieux pour des négociations. Malgré une douleur insupportable, Odette ne révèle jamais de détails sur le réseau Spindle. Plus tard, un officier allemand admettra que cette femme a fait preuve d'une résistance surhumaine. En 1944, elle est déportée au camp de concentration de Ravensbrück, au nord de Berlin, un camp construit pour des dizaines de milliers de personnes qui, à son apogée, a accueilli 120 000 femmes, la plupart étant des résistantes européennes. Odette arrive en tant que prisonnière de grande valeur. Elle est jetée à l'isolement, dans une cellule glaciale, avec une seule couverture et des rations dérisoires. Elle souffre de pneumonie, de tuberculose, de gangrène. Par moments, elle croit qu'elle va mourir. Mais elle tient bon pour ses filles. Contrairement à beaucoup de ses camarades, elle n'est pas exécutée. Le mensonge à propos de Churchill la protège toujours. Les Allemands espèrent l'utiliser comme otage lors de négociations avec les Alliés. Avril 1945. Alors que le Troisième Reich s'effondre, Ravensbrück devient un enfer. Des milliers de prisonnières sont exécutées pour effacer les preuves. Gravement malade, Odette est maintenue en vie dans des cellules spéciales. Le 30 avril, le camp est libéré par l'armée rouge. Odette est secourue, à peine plus qu'une ombre. Elle pèse moins de 30 kilos, mais elle survit. Après des mois de convalescence, elle devient l'une des rares agents du SOE à témoigner lors des procès pour crimes de guerre nazis. Elle raconte avec précision les tortures, les horreurs de Ravensbrück, la brutalité de la Gestapo. Son témoignage permet de faire condamner plusieurs auteurs. En 1946, elle reçut la George Cross, la plus haute distinction britannique pour la bravoure civile, décernée lors d'une cérémonie solennelle. Elle a également reçu la Légion d'honneur française. Sa vie personnelle a changé. Elle a divorcé de Roi Sansom et a ensuite épousé Peter Churchill. Le mariage ne durera pas, mais son lien avec lui est indissociable du souvenir de la guerre. Pendant des décennies, Odette a vécu en Angleterre en tant que personnalité publique. Elle donnait des conférences, assistait à des commémorations et tenait à ce que l'on se souvienne de ceux qui ne sont pas revenus. Elle est décédée en 1995, à l'âge de 82 ans. L'histoire d'Odette Sansom diffère de celle de Nord ou de Violette. Elle n'est pas morte en mission, elle a survécu, mais elle a payé un prix physique et émotionnel dévastateur pour y parvenir. Son endurance face à la torture, son refus de céder, sont devenus un modèle de dignité humaine. À Ravensbrück, beaucoup se souvenaient de sa silhouette frêle, emmitouflée dans des couvertures, la tête haute, preuve que même au cœur de l'enfer, la volonté peut survivre au corps. Aujourd'hui, sur les monuments commémoratifs britanniques et français, son nom figure aux côtés de ceux de Nord et Violette. Des destins différents, un seul héritage, la conviction que la liberté se défend même depuis une cellule sombre.
Mais leurs histoires individuelles n'étaient que des pièces sur un échiquier plus vaste. Les réseaux du SOE, ses triomphes et ses trahisons, dessinaient une guerre secrète où chaque mouvement était un pari mortel. Comment ces réseaux ont-ils été tissés? Quelles erreurs les ont fait voler en éclats? Et quel rôle ont joué les trahisons venues de l'intérieur? La guerre que menaient Knorr, Violette et Odette n'était pas celle des tranchées et des chars. Elle se livrait avec des enveloppes, cachées sur des vélos, des radios clandestines tapies dans des greniers et des voies ferrées dynamitées à l'aide de charges malléables. Une guerre invisible pour la plupart, mais aussi décisive que les batailles de Normandie ou du désert. Au cœur de cette lutte se trouvaient les réseaux de résistance. Londres les appelait des circuits, des groupes d'agents, de contacts locaux et d'aides opérant dans des zones définies. Chaque réseau avait un chef, un opérateur radio, plusieurs coursiers et saboteurs. Leur nom de code semblait inoffensif. Prosper, médecin, charrette, fuseau. Mais derrière eux se trouvaient des dizaines, parfois des centaines de vies. Construire un réseau était un exercice d'équilibriste mortel. Trop de membres et l'infiltration devenait inévitable. Trop soudés et il manquait de force. L'Islandais devait coordonner les parachutages, imprimer des tracts, organiser des planques, tout cela sous le regard constant de la Gestapo. La moindre erreur pouvait être fatale. Une transmission trop longue. Un rendez-vous non vérifié. Un mot de passe mal utilisé. En quelques jours, la Gestapo pouvait tirer un fil et entraîner des dizaines de résistants dans ses filets. L'exemple le plus tragique fut le réseau Prosper à Paris. Créé en 1942, il devint la plus grande structure du SOE en France, avec des liens vers Lyon, Tours et Bordeaux. Ses chefs, Francis Souty et André Borel, semblaient intouchables. Mais en 1943, la Gestapo infiltra un agent double. En juin, Souty fut arrêté. Des dizaines d'autres suivirent. Noor Inaya Khan, tout juste arrivée, se retrouva soudain la dernière opératrice libre dans la capitale. Londres a pressenti la catastrophe, mais l'a maintenue en onde. La seule ligne de communication encore en vie. Noor a tenu seule pendant des mois jusqu'à sa capture en octobre. L'effondrement de Prosper a révélé à quel point ces structures étaient fragiles. Une seule trahison pouvait réduire tout un réseau en miettes. L'un des noms les plus controversés fut Henri Déricourt, un pilote français qui travaillait avec le SOE pour organiser des atterrissages clandestins dans les champs français. Pendant la guerre, il a agi avec efficacité, mais après la libération, des doutes ont surgi. Était-il en réalité un agent double de la Gestapo? Certains l'ont accusé d'avoir transmis des informations qui ont contribué à la destruction de Prosper. D'autres affirment qu'il jouait un triple jeu, donnant juste assez aux Allemands pour protéger de plus grandes opérations britanniques. Le mystère n'a jamais été totalement élucidé. Pour les agents sur le terrain, ces intrigues étaient invisibles. Ils vivaient en sachant que chaque rencontre pouvait inclure un traître. Chaque opération exigeait une chorégraphie parfaite. Londres envoyait de petits avions lisandais discrets pour récupérer les agents dans des champs improvisés. Une lampe torche mal orientée et un pilote pouvaient manquer la cible et tomber aux mains des Allemands. Des armes et des explosifs arrivaient dans des conteneurs parachutés. Il fallait les récupérer dans l'obscurité, les cacher dans des granges, puis les distribuer au maquis. Chaque largage était une course contre l'aube. Les opérateurs radio étaient le maillon faible. Ils connaissaient les codes et transportaient les messages. La Gestapo envoyait des fourgons noirs équipés d'antennes pour traquer les signaux. Si une transmission dépassait 20 minutes, les Allemands pouvaient localiser l'endroit. Noor le savait. Chaque pression sur sa touche était une condamnation en suspens. Beaucoup de collègues furent arrêtés alors que leurs appareils étaient encore chauds. Soutenus par le SOE, les maquisards frappaient les voies ferrées, les dépôts de munitions et les colonnes de camions. Chaque explosion retardait les renforts en route vers le front de Normandie. Mais les représailles étaient féroces.
En juin 1944, après l'explosion d'un train à Toul, la SS exécuta 99 otages en représailles. À Oradour-sur-Glane, ils massacrèrent 642 civils. Les agents savaient que chaque succès tactique pouvait déclencher l'enfer sur des innocents, un fardeau moral presque impossible à porter. Et pourtant, ils continuaient, car chaque heure de retard pour les renforts allemands signifiait des vies sauvées sur les plages de Normandie, dans le ciel d'Angleterre. Les agentes étaient particulièrement efficaces comme courrières. À vélo, elles traversaient des villes entières avec des documents dissimulés dans des paniers à pain. Elles utilisaient de l'encre invisible, du microfilm roulé dans des crayons et des codes cachés dans des poèmes. Souvent, leur arme la plus puissante était l'invisibilité sociale. Un officier allemand pouvait se méfier d'un jeune homme à l'accent anglais, mais rarement d'une femme portant des légumes au marché. C'est par cette faille de sous-estimation que s'infiltrèrent Nord, Violette, Odette et tant d'autres. La Gestapo utilisait la torture et le chantage. Certains captifs ont cédé. D'autres furent forcés d'écrire des lettres qui attiraient leurs camarades dans des pièges. La peur de l'infiltration ne disparaissait jamais. Dans ce monde d'ombre, la loyauté était la seule boussole. Odette a enduré des tourments inhumains plutôt que de trahir son réseau. Nord a choisi la mort plutôt que de livrer un code. Violette s'est battue jusqu'à la dernière cartouche. Malgré tout, des réseaux sont tombés. La guerre secrète était un échiquier où chaque victoire se payait au prix de vies irremplaçables. À la fin de la guerre, les dossiers du SOE n'enregistraient que des chiffres froids. Environ 430 agents furent envoyés en France. Près de 50 étaient des femmes, près de 40 furent capturés et un tiers exécuté. Les statistiques sont impersonnelles. Derrière elles, il y a des noms, des visages, des vies interrompues. Nord trahi à Paris. Violette exécutée à Ravensbrück. Odette marquée à vie. La guerre de l'ombre n'était pas faite de batailles spectaculaires, mais de petits actes de résistance, de chaînes humaines qui maintenaient l'espoir de libération vivant. Et même dans leurs fins les plus sombres, ces agents ont laissé un héritage, contre un régime déterminé à effacer les identités. Ils ont affirmé le leur avec courage. La libération de la France en 1944 marque la fin d'un chapitre de cette lutte secrète. Mais une question demeure. Que devient leur sacrifice lorsque les armes se taisent? Mai 1945. L'Europe célèbre la fin de la guerre. À Londres, les cloches sonnent. À Paris, la foule envahit les Champs-Élysées. Mais au milieu de la joie, il y a des absences qu'aucune célébration ne peut combler. Des milliers d'agents du SOE ne reviennent jamais. Sur les 39 femmes envoyées en France, 13 meurent au combat ou dans les camps. Parmi eux, Norine Yakan, exécutée à Dachau. Violette Sabot, exécutée à Ravensbrück. Et, survivant parmi les fantômes, Odette Sansom, marquée à jamais par la prison et la torture. Leur parcours semble différent, mais ils convergent vers une seule leçon, le courage humain face au totalitarisme. Après la guerre, les gouvernements britanniques et français ont honoré leurs fils. Nord a reçu à titre posthume la George Cross, la plus haute distinction britannique pour bravoure civile, ainsi que la Croix de guerre. Violette a reçu les mêmes distinctions. Odette, survivante, a été décorée en personne en 1946. Les cérémonies étaient solennelles et intimes. Au palais de Buckingham, la petite Tania Sabot, âgée de 4 ans, a accepté la médaille au nom de sa mère. Le roi George s'y s'est penché et a murmuré des mots de réconfort. Cette image, celle d'un enfant orphelin décoré, résume à la fois la tragédie et la grandeur de cette génération. Le temps passe, mais les souvenirs demeurent. En 1991, le mémorial du SOE a été inauguré à Valenciennes, en France, dédié aux agents tombés sur le sol français. Les noms de Nord, Violette et Odette figurent parmi ceux qui sont honorés. Au musée impérial de la guerre de Londres,
Les galeries consacrées à la guerre secrète exposent des radios comme celle de Nord, des bicyclettes de messagers comme celle de Violette et des lettres de prison comme celle d'Odette. Des objets simples renfermant des vies extraordinaires. En 2012, la princesse Anna a dévoilé une statue en bronze de Noor Inayya Khan à Gordon Square, à Londres. La première statue en Grande-Bretagne dédiée à une femme asiatique de la Seconde Guerre mondiale. Dans le Hertfordshire, en Angleterre, un musée porte le nom de Violette Szabó. Les visiteurs parcourent des salles avec des photographies, des médailles et une réplique d'avion lisandais. À Ravensbrück, chaque 8 mai, des fleurs fraîches sont déposées devant les plaques honorant Odette et tous les prisonniers. Leurs histoires résonnent aussi dans la culture. Des livres, des films et des documentaires entretiennent leur mémoire. En 1950, Odette a été libérée, avec Anna Neagle incarnant son somme. Odette elle-même supervisait les scènes pour garantir leur exactitude. En 1958, le roman Carver Name with Pride a porté la vie de Violette à l'écran, avec Virginia McKenna dans le rôle principal. Ces représentations, bien que romancées, aident les nouvelles générations à retenir leur nom. Noor, Violette et Odette sont devenues des symboles de la résistance féminine, même si aucune d'elles ne se serait jamais qualifiée d'héroïne. Odette avait l'habitude de dire « Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Nous n'avons fait que ce qu'il fallait faire. » Mais leur héritage n'est pas seulement héroïque, il est aussi troublant. Leur mission était quasiment suicidaire. Beaucoup, au sein du SOE, savaient qu'envoyer ces femmes en France revenait à les envoyer à une mort quasi certaine. Était-ce juste? Ou bien étaient-elles des pions sacrifiés sur un échiquier plus vaste? Le SOE s'est aussi heurté à d'autres agences comme le MI6 et les forces armées régulières. Ces méthodes irrégulières, sabotage, assassinats, attentats, ont suscité des débats éthiques. Jusqu'où la morale peut-elle se plier en terre occupée? Les agents eux-mêmes étaient confrontés à des dilemmes. Violette savait que ces sabotages pouvaient entraîner des représailles contre les civils, et Noor, pacifiste dans l'âme, a pris les armes symboliquement à l'encontre de ses propres convictions. Odette a enduré la torture, sachant que son silence pouvait condamner d'autres à mourir. Ces dilemmes n'amoindrissent pas leur courage, ils le rendent plus humain. Ils nous rappellent qu'elles n'étaient pas des super-héroïnes, mais des personnes confrontées à des choix impossibles. Avec le recul, aujourd'hui, leurs exemples dépassent le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Noor, fille d'un soufi indien et d'une américaine, incarne la diversité dans la lutte contre le fascisme. Violette, jeune mère veuve, montre comment le chagrin personnel peut nourrir l'action collective. Odette, survivante marquée à jamais, nous enseigne que la résistance peut être silencieuse, mais implacable. Leurs histoires parlent d'égalité entre les sexes, bien avant que l'expression n'existe. À une époque où l'on attendait des femmes qu'elles restent à l'arrière, elles ont prouvé qu'elles pouvaient manier les radios, les armes et résister aux interrogatoires avec autant, voire plus de force que les hommes. À la fin du XXe siècle, alors que la guerre semblait lointaine, les historiens ont commencé à revendiquer leur héritage avec rigueur, non pas comme des légendes romantiques, mais comme de véritables figures historiques, avec leurs vertus et leurs contradictions. Les témoignages, les dossiers allemands et les archives du SOE confirment leur place dans l'histoire. Aujourd'hui, que ce soit à Londres, à Paris ou à Ravensbrück, leur mémoire perdure. Leurs noms ne sont plus de simples murmures dans des dossiers secrets, mais des emblèmes gravés dans la pierre. L'héritage de Noor, Violette et Odette, n'est pas seulement celui de 3 femmes courageuses. C'est le rappel que la liberté de l'Europe a aussi été assurée par celles qui n'ont jamais porté d'uniforme officiel, celles qui avançaient avec du rouge à lèvres dans la poche et des missions impossibles dans le cœur. Les espionnes rouges à lèvres n'étaient ni des héroïnes de propagande, ni des personnages romantiques. Noor, Violette et Odette étaient des femmes avec leurs peurs, leurs doutes, leurs cicatrices. Mais à une époque où la passivité signifiait la complicité, elles ont choisi d'agir. Noor, la princesse mystique, a accepté une mission contre sa nature pacifiste. Elle transportait une radio comme un piano portatif et jouait la mélodie la plus dangereuse qui soit, le code Morse,
tout en étant traqué. Trahi et exécuté. Mais son dernier mot, liberté, résonne encore comme un hymne. Violette, la jeune veuve, a transformé la douleur de la mort de son mari en fureur contre la tyrannie. Dans les bois de Limoges, armée d'une stène, elle s'est battue pour donner à ses camarades le temps de s'échapper. Sa vie fut brève, mais son courage a illuminé tout ce qui l'entourait. Odette, mère de 3 enfants, a enduré les pires tortures sans jamais livrer un seul nom. Dans les cellules de Ravensbrück, elle a appris que la volonté peut survivre au corps. Elle a été libérée, marquée dans sa chair et dans son âme, mais sa dignité est restée intacte. 3 chemins différents, 3 visages d'un même courage. Il serait facile de les ériger en mythes d'acier, sans peur ni faiblesse. Mais la vérité est plus puissante. Elles étaient humaines. Elles ont pleuré pour leurs enfants, douté de leur formation, tremblé au barrage. Et c'est justement pour cela que leur choix d'agir est bouleversant. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Leur héritage soulève aussi des questions dérangeantes. Combien de missions étaient réellement nécessaires? Combien de vies ont été perdues à cause d'erreurs de calcul ou de trahison? Jusqu'où Londres est-elle allée en envoyant sciemment de jeunes femmes à une mort quasi certaine? Ces questions sont légitimes et font partie de la maturité avec laquelle il faut affronter l'histoire. Honorer leur sacrifice ne signifie pas ignorer les dilemmes. Cela veut dire en tirer des leçons. Aujourd'hui, à Gordon Square, la statue de Knorr semble encore écouter un message invisible. Dans le Hertfordshire, le musée Violette ouvre ses portes chaque année aux écoliers qui découvrent que la guerre n'était pas seulement une affaire d'hommes. À Ravensbrück, les fleurs fraîches sur les plaques nous rappellent qu'une telle souffrance ne doit jamais revenir. Ces mémoriaux ne sont pas de la pierre morte. Ce sont des appels à une mémoire vivante. Ils disent « Regardez ce qu'elles ont fait, souvenez-vous, de ce qu'elles ont enduré. Demandez-vous ce que vous auriez fait. » Dans l'Europe occupée, les nazis ont tenté d'imposer un ordre de fer où tout était contrôlé, l'obéissance absolue. Mais des mains de femmes sur une clé de télégraphe, une bicyclette transportant une enveloppe cachée, une voix qui refuse de céder sous la torture, suffisaient à prouver qu'aucun régime n'est invincible. Le rouge à lèvres dans leur poche était un détail du quotidien, presque anodin. Pourtant, chez ces mêmes femmes coexistaient l'ordinaire et l'extraordinaire, l'apparence de la normalité et le feu caché de la résistance. Plus de 80 ans se sont écoulés. Le monde a changé, mais la leçon reste urgente. Lorsque la violence, l'intolérance ou l'autoritarisme refont surface sous de nouvelles formes, la mémoire de Knorr, Violette et Odette nous rappelle que la dignité humaine n'est pas négociable. Elles n'ont pas choisi les circonstances de leur époque. Elles n'ont pas cherché la guerre. Mais quand l'histoire a frappé à leur porte, elles ont répondu oui. Un oui qui continue de nous interpeller aujourd'hui. Et maintenant, face à leur vie, leur mort, leur résistance, une question inévitable demeure. Car l'histoire des espionnes au rouge à lèvres n'appartient pas seulement aux musées ou aux archives. C'est une histoire qui parle de nous, de ce que cela signifie d'être libre, de ce qu'il faut pour agir quand tout autour de vous dit « abandonne ». Même dans la nuit la plus sombre, il y a toujours ceux qui choisissent d'allumer une lumière. Knorr, Violette et Odette l'ont fait. Puisse leur mémoire continuer de nous éclairer. Si cette histoire vous a inspiré, interpellé, ou vous a fait voir la Seconde Guerre mondiale autrement, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner, ce n'est pas juste un clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus puissantes, des voix oubliées, plus de vérité du passé. Alors si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous adorons découvrir vos avis. À la prochaine, continuez d'explorer l'histoire avec Epicoire. Continuez de poser des questions. Continuez de chercher la vérité.